communauté et son bassin versant. Carol-Anne travaille activement au sein de nos communautés de membres depuis 2014 et elle reste un sentiment d'accomplissement en travaillant avec le je ne suis pas certaine de l'acronyme en français. Québécois Mi'kmaq Resource Council. J'ai cherché, j'ai trouvé pas. Bon, moi, je vais arrêter de parler et donner la parole à Carol-Anne. Et oui, merci. Tout le monde. Donc aujourd'hui, je fais la partie en français là, du même webinaire qu'on a présenté hier en anglais. Donc aujourd'hui, je vais essayer de parler un peu moins rapidement qu'hier. Puis s'il y a quelque chose, vous pouvez toujours demander une question là, durant la présentation, n'hésitez pas, ou attendre à la fin. C'est vraiment comme vous le sentez, il n'y a pas de problème. Donc, ma présentation d'aujourd'hui, ça va être une présentation de la première année du projet qu'on a fait sur identifier les vulnérabilités face au niveau, à l'augmentation du niveau de la mer dans la communauté de Ugbegunjik, la communauté de Eel River Bar, dans le nord du Nouveau-Brunswick. Donc, je travaille au Gaspégoac Mi'kmaq Resource Council. Nos bureaux sont basés dans la communauté de Listigouche. Notre organisme est un organisme à but non lucratif qui est géré par un conseil d'administration. Il a été créé en 2007. Nos activités principales focusent sur les écosystèmes aquatiques, que ce soit d'eau douce ou côtier. Nos communautés membres sont la communauté de Listigouche au Québec, Eel River Bar au Nouveau-Brunswick et Pabineau, qui est tout près de Bathurst au Nouveau-Brunswick. Donc, notre vision, notre mission, c'est vraiment de faire une différence au niveau des ressources aquatiques locales pour chacun des bassins versants, puis la baie des Chaleurs au niveau de la partie ouest pour les communautés Mi'kmaq qui y sont présentes et vraiment de leur fournir des données scientifiques et de faire une approche de two-wide seeing. Donc, c'est une approche où on tresse le savoir traditionnel et le savoir plus occidental et très précis scientifique. Donc, de marier ça ensemble pour faire des projets qui sont beaucoup plus holistiques ou des projets qui vraiment prennent toutes les considérations en compte. Donc, notre équipe, on est rendu 9 dans notre équipe. Donc, on a John Mervyn Vicaire qui est notre directeur général. On a Jessica Gideon qui est notre technicienne. Moi, je suis là depuis 2014. On a Pascal Gosselin qui est notre géomaticienne. Craig Isaac, notre technicien également. Charlene Abellois à la communication et Brenda aux finances. Charlene et Brenda font partie de la communauté de Ugbegunjik. Myriam Lebeau, c'est notre ingénieur qui s'est joint à l'équipe tout récemment en novembre dernier. Et Lloyd Arsenault aussi, il s'est joint à notre équipe l'an dernier. C'est notre assistant de recherche. Donc, nos 3 communautés, donc on voit, on est vraiment un organisme interprovincial. On focus principalement sur les 3 communautés de Listigouche, Eel River Bar et Pabineau, mais également sur leur bassin versant. Et l'étendue du bassin versant de la rivière Estigouche est très large. Ensuite, la rivière Nipisiquit pour la communauté de Pabineau est également un bassin versant plus grand. Pour la communauté d'Eel River Bar, c'est un petit bassin versant, la rivière Eel, mais elle se jette au niveau de la baie des Chaleurs. Donc, notre territoire qu'on est principalement impliqué dedans pour tous les projets de recherche aquatique, que ce soit n'importe quelle espèce de poisson ou de problématiques environnementales sur le territoire. Donc, c'est vraiment là, les limites des bassins versants, tant au Québec qu'au Nouveau-Brunswick, et aussi toute la partie ouest de la baie des Chaleurs. Nous faisons plusieurs projets de recherche. Comme j'ai dit, ça dépend vraiment là, des inquiétudes ou des problématiques qui ont été identifiées par les membres de la communauté. Donc, les espèces qui sont les plus préoccupantes, soit qui sont utilisées pour la pêche de subsistance, ou si c'est des pêches commerciales, ou même si c'est vraiment une espèce qui est à la base là, qui supporte tout l'écosystème. Donc, on focus vraiment sur toutes les espèces qui sont présentes dans le territoire que je vous ai présenté
dans la dernière diapositive. Faisons aussi des projets d'éducation environnementale avec les jeunes et les moins jeunes. On essaie d'inclure une composante d'éducation ou de communication de nos projets scientifiques à la communauté et dans les autres communautés également, pour chacun de nos projets qu'on fait. Donc, même si on fait un projet de recherche appliquée très poussé, on va toujours faire une campagne d'éducation sur le projet et sur les espèces à l'étude. Donc, je vais prendre un petit verre d'eau puis ralentir. Le savoir traditionnel, dans tous nos projets également, en plus d'inclure une composante éducative, c'est on met à l'avant-plan le savoir traditionnel Mi'kmaq. Donc, l'approche qu'on utilise pour tresser les savoirs, ça s'appelle le two-eyed seeing. Donc, c'est vraiment de voir avec un œil traditionnel, mais avec l'autre œil, de voir avec le savoir occidental, puis prendre le meilleur de chacun et les tresser ensemble pour faire un projet beaucoup plus holistique. Donc, c'est de donner valeur égale à chacune des connaissances. Le savoir traditionnel, c'est passé d'une génération à l'autre. Puis, c'est pas nécessairement un savoir qui est historique. Ça peut être un savoir qui est très contemporain, une donnée de savoir traditionnel peut être une observation qui a été effectuée hier. Donc, c'est pas quelque chose qui est ancien nécessairement. C'est vraiment juste les observations quotidiennes en plus des observations générationnelles, des expériences apprises, des observations, beaucoup de contes et de légendes spirituelles qui viennent expliquer la plupart des processus écosystémiques qu'on retrouve dans les écosystèmes aquatiques et sur le territoire. Le savoir traditionnel se rapporte également à l'identité, la culture et le patrimoine. Donc, on a un protocole pour tresser les deux savoirs et vraiment s'assurer que le savoir traditionnel est collecté ou la prise de données est faite d'une façon très éthique. Donc, on a différents protocoles pour la sauvegarde des données, la protection des données, mais aussi de la façon qu'on va aller chercher les données. Donc, c'est vraiment un guide étape par étape sur l'acquisition de données et l'acquisition d'histoire et de savoir traditionnel. Donc, ça nous guide dans notre processus et dans chacun de nos projets, on inclut le savoir traditionnel également. Donc, voici notre processus. On planifie l'étude, donc tout projet ou le projet. Chaque projet a une composante de two-eyed seeing. Donc, on planifie le projet, on identifie des gens à faire des interviews. J'essaie de trouver le mot en français, mais de céduler pour faire une entrevue. Et ensuite, on prévoit nos rencontres. Lors du développement de ces 3 premières étapes-là, on identifie vraiment le type de questions qu'on va poser aux gens de la communauté. Mais c'est pas obligé d'être aussi structuré. Ça peut être également raconte-moi la fois que ta maison est inondée. Ou raconte-moi la fois que tu as attrapé un esturgeon dans la baie des Chaleurs. Donc, c'est vraiment, ça peut être plus informel, mais on va aller chercher d'autres éléments d'une histoire que si on était vraiment, vraiment précis sur rappelle-moi la date à laquelle tu as attrapé l'esturgeon. Donc, peut-être que c'est des données ou des éléments de l'histoire qui ne sont pas aussi précis, mais on a quand même beaucoup de latitude dans le savoir traditionnel et les données qualitatives que ça nous permet d'avoir sur l'abondance, la présence ou la récurrence de certains événements dans les écosystèmes. Donc ensuite, suite à l'entrevue, soit que ce soit vidéo ou audio, on fait la numérisation, on fait la transcription, on procède à la validation et l'analyse. Ensuite, on procède à la sauvegarde. Ensuite, ça nous permet d'avoir une base de données dans laquelle différentes permissions
sont disponibles pour utiliser des données dans d'autres cadres de projet ou vraiment spécifiques au projet pour lequel les données ont été collectées à la base. Donc ensuite, ça nous crée une base de recherche qui nous permet de voir est-ce qu'on a des connaissances sur telle et telle espèce, est-ce qu'on a des connaissances sur tel et tel type d'habitat. Ça nous permet de voir dans notre base de données où on a un manque de connaissances. Donc, ça permet vraiment d'identifier les projets dans le futur où on peut identifier des lacunes et viser différents projets. On a différents types d'équipements. Donc oui, on fait du savoir traditionnel, mais également on va sur le terrain pour aller chercher des données contemporaines. Donc, on a beaucoup de cartographie des habitats qu'on fait, en plus de la cartographie participative qu'on fait avec les membres de la communauté. On a une giga imprimante et scanner pour faire du géoréférencement. On a aussi un GPS pour faire la cartographie d'infrastructures, puis des modèles numériques d'élévation. On a des drones aussi qui nous permettent de capturer des images, mais aussi de faire de la cartographie. Le bassin versant de la Hill River, c'est notre plus petit bassin versant dans nos communautés, mais c'est un bassin versant et une rivière dont son estuaire est géré par les marées. La restauration d'habitat a lieu sur tout le bassin versant, mais aussi notamment précisément dans l'estuaire de la rivière. Il y a eu un démantèlement de barrage en 2010-2011. Puis, depuis ce temps-là, il y a une restauration là, sur, oui, l'habitat du saumon, mais aussi sur la mie, la zostère, l'anguille également. Donc, c'est une approche multi-espèces. Puis, il y a plusieurs inventaires qui se font tant en eau douce qu'en eau saumâtre. Dans le cadre du projet précisément sur l'impact des changements climatiques dans une communauté côtière, c'est vraiment d'aller voir c'est quoi les projections climatiques pour cette communauté-là. Puis, la province du Nouveau-Brunswick a plusieurs bases de données. Puis, il y a un projet qui a été réalisé par le groupe Ouranos pour modéliser les impacts sur la température de l'air, les précipitations, puis la récurrence des tempêtes dans le futur pour la province du Nouveau-Brunswick. Donc, il va y avoir beaucoup plus de chaleur, donc des journées beaucoup plus chaudes. Ça va occasionner des changements dans la distribution des espèces nuisibles. Il va y avoir beaucoup plus de précipitations également, donc beaucoup plus de risques d'inondation dans la province, de l'érosion et du dommage à différentes infrastructures, tant côtières qu'au niveau des rivières, comme la rivière Saint-Jean. Donc, il y a eu plusieurs inondations qui n'étaient pas nécessairement liées là, à la présence de marées. Il y a beaucoup plus de tempêtes également. Donc, c'est vraiment des événements extrêmes, donc des vagues de chaleur très intenses et des précipitations très intenses, mais aussi des sécheresses plus intenses. Donc, c'est d'un extrême à l'autre. Les tempêtes peuvent être issues de tempêtes post-tropicales, ça peut être des vents violents. La communauté de Hill River est un peu à l'ouest de la baie des Chaleurs, mais quand il y a un vent, c'est vraiment dommageable pour les rives. Donc, des températures plus chaudes, voici un aperçu des changements au niveau de la province du Nouveau-Brunswick. Donc, oui, on est dans la portion nord de la province. Donc, on va avoir un impact beaucoup moins que la région du sud du Nouveau-Brunswick. Mais quand même, on va avoir des augmentations d'ici l'horizon 2100 de près de 14 degrés Celsius. Donc, c'est une augmentation assez impressionnante. Puis, la moyenne là, va augmenter au fur et à mesure que les changements climatiques vont avoir un impact sur les communautés. Donc, les projections futures pour les précipitations. Encore une fois, on va avoir moins de précipitations ou moins d'intensité d'augmentation au fil du temps que le sud de la province, mais on va avoir quand même là, une augmentation de jusqu'à 17 % d'ici l'horizon 2100
sur le nombre de précipitations annuelles, puis une augmentation de l'intensité des précipitations et des tempêtes peut être importante également. Donc, il y a différents effets récurrents de phénomènes météorologiques extrêmes. Donc, ça peut être du verglas, des glissements de terrain, de la sécheresse, l'érosion côtière, de l'inondation également, et beaucoup d'érosion. Donc, on peut avoir, souvent on voit ça au printemps, des inondations, mais de plus en plus, on va avoir des inondations en plein été ou à d'autres moments de l'année. Donc, ça va être vraiment à surveiller. Donc, l'augmentation du niveau de la mer au Nouveau-Brunswick, on prévoit que d'ici 2100, il va y avoir 1 mètre d'élévation de plus sur l'actuel, le niveau d'eau de la mer. Donc, il y a un risque accru d'inondation et d'érosion. Il va y avoir un impact sur plusieurs secteurs qui sont côtiers. La ligne des hautes eaux va être plus élevée et les températures plus élevées vont réduire la présence de la glace également l'hiver dans la baie des Chaleurs. Donc, le couvert de glace dans la baie des Chaleurs permet de tamponner l'effet des vagues en période printanière lorsqu'il y a des vents d'est. Donc, la présence de glace est très importante pour limiter l'érosion au niveau de la communauté. Donc, des inondations pour la province en entier vont être accrues dans les prochaines années, surtout sur les terres qui sont très basses ou près du niveau de la mer, d'une faible élévation, qui sont près des cours d'eau et qui sont dans les zones côtières, près d'un cours d'eau qui est influencé par la marée. Donc, ces 3 facteurs-là sont présents dans la communauté d'Eel River. C'est une communauté qui est située très bas, près du niveau de la mer, située près de la rivière Eel River, et c'est une rivière qui est influencée par la marée. Donc, voici une image de la communauté. Suite à un événement extrême en 2010, il y a eu un seawall, je ne sais pas c'est quoi en français, il y a eu un muret de protection qui a été installé sur la rive qui avait été érodée, qui est le plus impacté par les vents d'est. Donc, on voit, la communauté est quand même très située près de la rivière et de la baie des Chaleurs. Et à marée haute, la ligne des hautes eaux se retrouve assez près des maisons résidentielles. Donc, l'an passé, on a commencé pour un plan d'adaptation pour les changements climatiques pour la communauté. C'est vraiment d'évaluer la vulnérabilité de la communauté. Donc, compte tenu des zones de tempête, et les zones de tempête, c'est une traduction pour les storm surge. Je ne sais pas si c'est une bonne traduction, mais c'est ce qui impacte beaucoup là, la communauté à Eel River. Donc, les zones de tempête et les inondations passées. Donc, c'est la mise en commun des données existantes. GONB a une base de données assez importante sur les données terrain et les modèles de changement climatique. Les infrastructures actuelles cartographiées. Donc, oui, il y avait des données sur GONB, mais on a fait beaucoup de télédétection, puis on a été chercher des données sur le terrain également. On a fait la cartographie des inondations passées grâce au savoir des membres de la communauté. On a fait des entrevues pour avoir du savoir traditionnel, non seulement les inondations passées, mais les changements au niveau de l'estuaire, au niveau de la côte depuis les 50 à 100 dernières années, des observations depuis que les membres de la communauté sont établis à Eel River. Donc, on a créé un comité consultatif également, puis on a fait des séances d'information avec la communauté. Donc, la communauté elle-même est située sur une lisière de dépôts marins et fluviaux le long de divers marais. Donc, c'était un milieu qui était très peu productif à l'agriculture et un milieu inondé à la base quand ils se sont fait installer là par la province.
il y a environ 200 ans. Cette bande de terre est une section convexe à méandre dans la rivière et se retrouve juste en aval de l'estuaire amarré. Donc, la plupart de la communauté est influencée par la marée et les crues printanières de la rivière. La plupart des installations, vu que la communauté est confinée, donc est située à basse altitude, à une faible élévation, et lors de l'analyse des données LIDAR, donc c'est des données d'élévation très, très précises fournies par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, montre que la quasi-totalité de la communauté est à l'intérieur de 6 mètres de différence entre le niveau relatif de la mer et le point le plus élevé de la communauté. Donc, Eagle River est particulièrement sensible aux risques d'inondation dus au storm surge, aux ondes de tempête, en raison de la faible élévation de la communauté. Donc, qu'est-ce qui est à risque? Tout. Toute la communauté est à risque. C'est les infrastructures, principalement. C'est quoi une infrastructure? C'est quelque chose qui est construit. Ça peut être une maison, ça peut être un quai, ça peut être un muret, un pont. Mais aussi, nous, ce qu'on voulait voir, qu'est-ce qui était à risque dans la communauté, c'était aussi les zones utilisées pour la culture, pour aller à la pêche, des zones de cueillette de plantes médicinales. Différents endroits aussi, on a considéré ça comme des infrastructures à risque, donc des infrastructures culturelles. Puis aussi, il y a des infrastructures côtières essentielles, donc les accès pour aller à la pêche, les plages, aussi toutes les propriétés, les zones résidentielles. Et dans la communauté, le bureau du conseil de bande a plusieurs services qui sont dédiés à la communauté. Donc, entre 15 et 20 services à la communauté sont dans un bâtiment. Donc, ce bâtiment-là est très important pour la communauté et c'était de voir quel est son risque face aux projections d'inondation en fonction des changements climatiques. Donc, les outils qu'on a utilisés, on a fait la mise à jour des scénarios d'élévation et d'inondation pour la communauté. Les données les plus récentes sont de 2017. On a fait de la cartographie des risques d'érosion côtière et d'inondation afin d'identifier toutes les vulnérabilités, les différentes zones d'intérêt et les zones à risque. En utilisant les données LIDAR, on a pu faire des modèles numériques d'élévation très précis et superposer les modèles de niveau de la mer à différents horizons de changement climatique. On a utilisé le guide de planification de l'adaptation pour les communautés du Nouveau-Brunswick fourni par la province du Nouveau-Brunswick. Et ils ont également un arbre décisionnel pour l'adaptation des communautés. Donc, c'est un outil qu'on va utiliser cette année sur les différentes approches d'adaptation qu'on peut faire dans la communauté. Donc, la communauté va être inondée dans le futur. Donc, comment est-ce qu'on peut augmenter la résilience de la communauté par différentes approches? Donc, ça peut être l'ingénierie, aménagement du territoire, aménagement des services de la communauté, puis vraiment d'avoir une approche proactive sur tout le développement de la communauté à partir de maintenant sur le territoire afin de diminuer la vulnérabilité des gens de la communauté dans le futur. Donc, on a utilisé les différents scénarios d'inondation. Sur les cartes que je vais vous montrer bientôt, il y a le code ou l'acronyme HHWLT. Et ça, c'est les scénarios climatiques et d'inondation ont été faits autour de cycles de marée annuels les plus élevés et ils ont été ajoutés au niveau des eaux à haute marée. Puis, il y a une incertitude aussi sur la mesure de 65 cm, donc qui peut être impactée par un vent d'est au niveau de la communauté. Donc, on a différents horizons et de scénarios pour les changements climatiques et l'augmentation du niveau de la mer. Donc, voici la communauté. Donc, si vous
visualiser l'imagerie en drone qu'on a pris tantôt, le pont que vous aviez vu est ici et le muret de rétention et de protection des zones de marée sont ici. Donc, on voit qu'à différents horizons, on a 2050, on a 2100, 2100 plus 65 cm. Donc, le bleu le plus foncé est le scénario 2100, à l'horizon 2100, le plus extrême. Mais quand même, il faut quand même planifier pour cette limite assez importante. Donc, on voit que la majorité de la communauté ici est sous le niveau de la mer. Donc, il va y avoir des inondations et de l'érosion dans le futur à prévoir. On a fait plusieurs collectes de données lors des entrevues. Donc, les différents paramètres ou les thématiques qu'on a abordées en entrevue sont les inondations passées, les ondes de tempête, leur fréquence, la présence de marécages, de marais, de milieux humides, l'infrastructure, le domaine bâti, les services au niveau communautaire, les actifs côtiers, les quais, les lancements de bateaux, les sites de récolte de différentes espèces de poissons, de crustacés, de plantes médicinales, les modifications, les observations des changements qu'ils ont observés dans les écosystèmes, mesures d'adaptation passées, qu'est-ce qui a été fait suite à un onde de marée, qu'est-ce qui a été fait suite à l'érosion côtière, qu'est-ce qui a été fait. Donc, l'historique de la communauté également a été retracé. On a fait plusieurs sessions d'information avec la communauté, puis on prévoit continuer à faire des sessions d'information cette année. Ça devient un petit peu compliqué là, avec le contexte de pandémie, mais on essaie d'être créatif dans la façon dont on va communiquer avec les membres de la communauté, puis pour qu'on puisse avoir des échanges constructifs sur l'information qu'on présente, mais aussi pour qu'on ait un retour sur les différents plans d'adaptation puis les mesures que les membres de la communauté croient qu'ils devraient aller de l'avant. On a fait beaucoup de sessions de cartographie participative. Donc, on a différents outils qu'on utilise. On peut avoir des cartes avec les différents scénarios d'inondation où on va faire des ateliers thématiques pour identifier différents thèmes sur les cartographies selon les scénarios. On a également un nouvel outil qu'on a développé où on peut aller avec notre ordinateur directement et afficher les couches. Donc, on va avoir une imagerie de la communauté. On va avoir une imagerie satellitaire qu'on peut désafficher. Donc, c'est vraiment une photo satellite de la communauté. Donc, les gens peuvent reconnaître leur terrain, leur bâtiment, leur garage, leur quai, leur bateau. Ils sont vraiment capables de se visualiser à cet endroit-là. Et on peut zoomer, dézoomer, afficher différentes couches. On peut afficher les routes, on peut afficher les écosystèmes, les marais, on peut afficher les différents scénarios d'inondation également et les bâtiments. Donc, voici ce que l'outil a l'air. Donc, ici, c'est une imagerie satellitaire. On a les marais qui sont identifiés en vert. On a fait de l'analyse d'imagerie pour identifier tous les bâtiments dans la zone à l'étude. Donc, chaque point noir est un bâtiment. Et on peut afficher différentes couches géomatiques dans notre outil. Lors de sessions avec les gens, on peut afficher tout ce contenu-là, mais on peut également créer du contenu et créer des couches géomatiques avec les gens. Donc, on peut, ici à gauche, on peut créer des lignes géomatiques, on peut créer des polygones ou des points. Et on peut caractériser l'information directement sur la carte. Donc, créer des champs géomatiques pour le contenu des observations et des commentaires ou les historiques ou les histoires qui sont associées avec chacun des points. On peut utiliser cet outil-là maintenant pour tous nos projets futurs de caractérisation de différentes zones, mais aussi dans tous nos projets
de différentes espèces où on a une cartographie participative lors d'entrevues avec le savoir traditionnel. Donc, on peut visualiser dans notre outil différentes couches. Donc, cette couche-ci, c'est le plus extrême. Donc, on voit que plusieurs bâtiments sont affectés dans la communauté. Cette zone-ci fait également partie de la communauté maintenant. Puis, la communauté vient tout juste d'acquérir ici le lot entre... je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais entre les 2 points ici, donc ici, ils vont avoir un développement résidentiel qui, on voit, est très sécuritaire pour le futur, pour la résilience de la communauté. Et c'est vraiment en dehors de la zone influencée par la marée et le niveau de la mer. Donc, dans le cadre de la communauté, les mesures d'adaptation à venir, ça va vraiment être un processus de réflexion sur quelles mesures qu'on va prendre pour augmenter la résilience des bâtiments qui sont ici. Est-ce qu'on va faire l'infrastructure grise, l'infrastructure verte, une combinaison des deux, ou est-ce qu'il va y avoir des besoins de relocalisation des habitations? Donc, on peut vraiment aller voir en détail dans notre outil chacune des maisons, chacun des services et faire la cartographie. Donc, avec le scénario le plus proche, donc en 2050, il va déjà avoir 50 bâtiments qui vont être affectés par l'augmentation du niveau de la mer selon les scénarios actuels. Donc, c'est dans un avenir très rapproché, donc d'ici 30 ans, on devrait avoir des impacts assez significatifs sur la fréquence d'inondation et l'érosion au niveau de la communauté. Voici les différences, c'est juste une projection différente de l'information où on voit que les différents bâtiments qui vont être affectés, donc on peut vraiment aller planifier l'utilisation du territoire futur par quelle maison va être affectée quand selon chacun des scénarios. Donc, rose pâle, ce serait les maisons pas le rose pâle, mais le 2050, donc le rouge, ça va être vraiment les habitations à focusser de l'énergie sur soit de la localisation, soit des approches d'infrastructure. Donc, ça permet d'avoir une meilleure planification temporelle des efforts à déployer. Donc, on voit ici en bas à gauche, on voit qu'en 2100, l'horizon, on va avoir 178 bâtiments dans la communauté qui vont être affectés directement par l'augmentation du niveau de la mer. Donc, il y a plusieurs données qui sont ramassées lors des entrevues. Puis, voici un échantillon de l'abondance de données qui peuvent être récoltées là, dans un projet uniquement. Donc, on a plusieurs données d'historique, mais également sur la présence des espèces, des lieux de récolte, des lieux d'importance culturelle, des lieux de développement, des infrastructures publiques. Donc, il y a un peu de tout dans les données. Ça, c'est des données qui ne sont pas disponibles sur GONB ou qui ne sont pas disponibles parce qu'il n'y a pas de service de cartographie dans la communauté. Donc, c'est vraiment des données qu'on va aller chercher par le savoir des gens pour avoir vraiment une idée plus globale de la situation et qu'est-ce qui est à risque comme infrastructure et comme zone d'intérêt dans la communauté. Donc, les mesures d'adaptation, c'est vraiment de renforcer la résilience des collectivités, des infrastructures et des ressources naturelles dans la communauté. Donc, c'est d'ajuster les décisions à venir dans chacun de nos projets de développement de la communauté, dans chacun de land use planning, de plans d'aménagement de la communauté, les zones résidentielles, puis les différentes zones dans la communauté. Donc, en fonction de la menace assez présente d'augmentation du niveau de la mer. Donc, comme j'ai mentionné déjà, la communauté prend des mesures déjà pour bâtir une communauté plus résiliente en déplaçant et en créant de nouvelles zones résidentielles en dehors des zones à risque.
Puis, on va continuer nos efforts avec la communauté afin de poursuivre les discussions avec tous les membres de la communauté et le Chief and Council, donc le conseil de bande, pour élaborer un plan d'adaptation qui reflète les besoins de la communauté, mais aussi qui reflète les intérêts des différentes infrastructures qu'on a identifiées dans le projet. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, je vois ici. Julie, Christine, comment les résidents réagissent quand ils voient différentes projections? Ben, c'est assez inquiétant. Si on retourne ici, quand on présente cette information-là à la communauté, c'est certain qu'ils sont inquiets. On n'est pas là pour présenter un scénario catastrophique dans lequel on peut s'évader, mais vraiment là, de présenter les faits, de présenter les scénarios climatiques, de présenter que c'est dans un avenir rapproché. Différents membres de la communauté réagissent différemment. La plupart des gens sont inquiets. Sont inquiets parce que la disponibilité des zones résidentielles ou des maisons ne sont pas toujours abondantes dans les communautés. Donc, le fait d'avoir une maison, c'est déjà un exploit, souvent. C'est d'avoir sécurisé un lot puis d'avoir une maison construite. Mais également, le stress ou l'inquiétude qui vient de là, c'est vraiment, mes enfants. J'ai ma maison, je veux que mes enfants aient ma maison par la suite, mais ils vont être aux prises avec des inondations, avec des endroits qui sont peu sécuritaires pour un leg résidentiel. Donc, c'est vraiment là, ils sont beaucoup inquiets pour leurs enfants, puis leurs petits-enfants. Donc, je pense que la plupart des gens sont proactifs. Le conseil de bande est très proactif en ce sens. Donc, c'est vraiment d'avoir une communication avec les décideurs, mais aussi les membres de la communauté pour voir quel type d'approche innovatrice qu'on peut prendre pour se donner un peu plus de temps dans la communauté pour soit déplacer la majorité des zones résidentielles ou faire un zonage différent. Donc, on espère avoir le temps de faire tout ça, mais c'est certain que c'est inquiétant pour les gens. Merci. Oui. Et je crois que tout le monde a le droit de parler, le micro, donc vas-y. Bonjour, mon nom c'est Réadeg. Vous avez un très beau plan d'adaptation. Je suis intéressé de suivre votre progrès. J'ai participé dans un premier projet en 2013 avec votre communauté où j'avais développé des scénarios d'inondation. On avait les premières images LIDAR. Alors, je suis content de voir que ça va très bien, votre affaire. Vous faites du beau travail. Oui, merci beaucoup. Puis le projet en 2013, on s'en sert encore beaucoup. C'était des belles acquisitions de connaissances sur les plantes médicinales puis comment le niveau de la mer va les impacter. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise comme outil de référence là, très fréquemment dans ce projet. J'aurais une autre question. Oui. Plus en lien plus général, là, je me demandais, dans le fond, les projets que vous faites, dans le fond, parce que tu disais que vous parlez avec les communautés avant, là. Dans le fond, vous collaborez avec les communautés pour sélectionner les différents projets. Est-ce que c'est comme vous êtes liés aux différents conseils de bande, dans le fond, puis c'est comme ça que les problématiques vous sont amenées, ou c'est vraiment plus vis-à-vis des citoyens? C'est vraiment les deux. Okay. Les deux. On n'est pas un département d'un conseil de bande, on est un organisme à but non lucratif. Fait que notre agenda, vraiment, c'est les inquiétudes des communautés. Donc, que ça vienne du conseil de bande ou des gens de la communauté, ils ont un point égal là, sur la priorisation des projets ou les inquiétudes. Donc, on a souvent des sessions d'information avec la communauté, le grand public,
Donc, on a beaucoup de feedback de cette façon-là. Puis, on essaie d'être vraiment présente dans la communauté. Donc, on a un bon dialogue aussi. On a aussi beaucoup de gens qui sont employés, qui sont membres des communautés. Donc, eux sont souvent interpellés également. Ils vivent dans la communauté, ils connaissent les gens, leur famille. Donc, il y a beaucoup de dialogue entre notre organisme puis les gens. Donc, on priorise là, les projets. Oui, souvent, c'est dépendamment des fonds qui sont disponibles, puis les opportunités de subvention. Mais on essaie vraiment là, de prioriser. Dès qu'on a une opportunité de subvention, on essaie de voir quelle priorité au sein de notre liste fit avec le programme de financement, puis on va de l'avant avec ça. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Bon, avec ça, je crois qu'on est rendu à la fin de notre présentation. Mais pas notre, la présentation de Carol-Anne, pas à moi. Merci beaucoup tout le monde pour écouter et tous les commentaires et questions que vous avez partagés. Comme j'ai dit au début, nous allons distribuer un lien où vous pouvez revoir cet webinaire ou partager avec d'autres mondes ou voir les deux autres dans la série si vous n'avez pas eu la chance de les écouter. Merci beaucoup à Carol-Anne et on attend la prochaine.